Bien, alors la porte est ouverte. Vous pensez que dans ce processus, la femme a vu sa condition améliorée dans notre pays? Je pense que déjà il y a eu des actes forts que nous avons salués. Nous avons une femme chancelier, nous avons une femme générale, mais nous espérions plus de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que nous disons qu'aujourd'hui, il y a certains pays qui sont allés un peu plus loin à travers l'adoption d'une loi et même l'adoption la signature d'une ordonnance. On a attendu longtemps, nous avons fait ce plaidoyer qui n'a pas été fait. Et nous profitons de cette antenne pour lancer un appel et dire que la Côte d'Ivoire doit faire en sorte que le protocole de Maputo puisse être mis en œuvre en Côte d'Ivoire. Et ça, il s'agit de la représentation des femmes dans toutes les instances de prise de décision, aussi bien politique, économique, sociale. Mais ce à quoi je voudrais venir, c'est que nous sommes vraiment préoccupés par la question de la sécurité. On estime que de plus en plus, nos routes ne sont plus en sécurité lorsque vous voyagez. Et là, il y a un effort à faire au niveau de l'État du Côte d'Ivoire parce qu'il y a la question de la libre circulation des personnes et des biens. Il faut arriver à circuler librement. Surtout que nos jeunes dames, nos femmes vont dans les campagnes pour prendre des produits. Si elles sont confrontées à la question des coupeurs de route, vous voyez bien que c'est un droit qui est violé. Le deuxième point, il y a la question aussi des victimes. Nous pensons que notre pays a subi une crise et les femmes ont été les plus grandes victimes. Elles se sont sacrifiées à la limite, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, à travers la prise en compte des femmes dans la question de la réconciliation, mais de la réparation, rien n'est encore fait. Et je crois que c'est quelque chose qui est urgent et c'est un appel que nous lançons au ministère des Libertés publiques pour qu'avec la commission Vérité et Réconciliation, quelque chose soit fait dans le cadre de la justice transitionnelle pour les femmes. Mais aussi, nous voulons attirer l'attention sur le fait qu'on ne peut pas aller à la paix, on ne peut pas aller à la réconciliation sans la voix des femmes. Mais si vous convenez avec moi que les femmes représentent plus de 50% de la population ivoirienne, oui. Nous avons subi la crise et nous sommes à même de pouvoir conseiller nos enfants, nos époux et leur dire que la Côte d'Ivoire doit aller vers la paix. Mais il faut nous impliquer. Et c'est en cela que je me dis que cette tribune est très importante pour qu'on puisse comprendre que les femmes ne quémandent pas. Les femmes demandent tout juste une certaine justice dans la gestion des relations entre hommes et femmes en Côte d'Ivoire. Et je voudrais poser aussi la question de la pauvreté. C'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits, on pose le problème des investisseurs qui viennent, mais nous avons contact souvent avec les populations, on se rend compte que les populations sont pauvres. Il y a des besoins élémentaires qui ne sont pas satisfaits. Et aujourd'hui, je pense que, en même temps qu'on signe de grands accords, il faut voir un peu l'impact de ces accords sur les populations à la base. Je ne pourrais pas terminer sans parler de la question de l'éducation de la petite fille. Voyez-vous, aujourd'hui, si je suis à votre table en train d'échanger avec vous, c'est parce qu'on a pu avoir la possibilité d'être à l'école un jour. Et pour nous, il est important que l'État de Côte d'Ivoire prenne à cœur la question de la scolarisation de la petite fille et de l'alphabétisation. Il faut que les femmes puissent être scolarisées, qu'elles aillent à l'école, mais qu'il y ait des conditions pour leur permettre d'aller le plus loin possible. Et c'est cela le défi. Nous avons le bac, nous allons à l'université, souvent nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes obligés souvent d'avoir des comportements qui ne nous amènent pas à aller le plus loin possible. Nous n'avons pas de moyens en tant que femmes, nous sommes fragilisées. Et je pense que dans la question des droits des femmes, il y a la question de la dignité, il y a la question de l'éducation, il y a la question aussi de la santé. Monsieur, c'est vrai, le temps ne nous le permet pas, mais aujourd'hui je fais le plaidoyer avec le ministère pour qu'il y ait un engagement ferme. Allez-y, exprimez-vous, parce qu'on a déjà le temps, je pense que vous avez l'essentiel à dire. Tout à fait, dans le cadre de la santé. On se dit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de femmes qui meurent de cancer de col de l'utérus, de cancer du sein. Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire, qui a quand même assez de moyens? Pour moi, aujourd'hui, l'organisation de cette session est une opportunité pour l'État de Côte d'Ivoire de démontrer quand même que notre État n'est pas un État pauvre. On peut au moins avoir un centre spécialisé pour soigner les femmes qui vivent de cancer du sein, de cancer de l'utérus, parce qu'elles ont donné la vie, il ne faudrait pas qu'elles meurent parce qu'elles ont donné la vie. Alors, on va arriver à tout ça tout à l'heure, parce que les attentes sur la 52e session, de la Commission des droits de l'homme, constituent un pan de notre débat. Je voudrais signaler que nous enregistrons dans ce studio l'arrivée de M. Éric Sénian, qui est le président de l'APDH, qui est chargé naturellement de la défense de la protection des droits de l'homme. Nous enregistrons également l'arrivée de M. Boris Ephraim Tchoumassi, qui est responsable d'une organisation basée à Genève. Ils vont participer dans... Cela ne fait que m'enchanter, parce que c'est assez impressionnant de savoir que après tout ce que le pays a vécu, que tout le monde est conscient que les droits de l'homme constituent un des premiers objectifs que l'État de Côte d'Ivoire devait avoir pour stabiliser les gestions, pour donner confiance aux Ivoiriens. Et je ne pense pas qu'il y a, lorsque j'ai écouté le chef de cabinet des ONG, je pense qu'il y a un accord, hein, il y a un sentiment
il y a quand même un consensus du fait que c'est important qu'on a fait un pas en sortant de la crise, mais c'est important de consolider la culture des droits de l'homme. Et cette culture des droits de l'homme, elle ne bénéficie qu'à tout le monde. Lutter contre l'impunité, redonner confiance aux Ivoiriens, leur redonner les moyens de vivre, leur redonner une confiance dans leurs institutions, cela ne serait que bénéfique pour tout le monde. Et je pense qu'en écoutant tout le monde, moi je suis particulièrement, moi qui travaille avec la Commission africaine des droits de l'homme et les Nations Unies, en tant qu'ONG faisant du plaidoyer, je pense quand même qu'il y a là, je dirais, une volonté qu'il faut accompagner et qui doit être accompagnée à la fois par les Nations Unies, qui doit aussi être accompagnée par la Commission africaine, pour que l'État de Côte d'Ivoire, la société civile, et qu'ensemble, ces défis qui ont été mentionnés ici puissent être relevés. Alors, la question, on va la poser à nos amis qui viennent d'arriver. Je donne le micro à M. Sémien. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces assises ici à Yamoussoukro? Je vous remercie. Je pense que j'étais hier sur votre plateau et nous avons discuté en long et en large des attentes de cette 52e session. Pour me résumer, je peux dire que le fait que la Côte d'Ivoire organise la 52e session consacre et marque en même temps le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, notamment celle des droits de l'homme. Et au même moment, cette session a été l'occasion pour la Côte d'Ivoire de présenter son rapport. Cette session a été l'occasion pour la Côte d'Ivoire de contribuer à mieux faire connaître la Commission, contribuer à mieux faire connaître, si on veut, le travail de la Commission. Également, cette session qui coïncide avec le 25e anniversaire de la Commission a été l'occasion, et est l'occasion d'ailleurs pour la Commission, de faire un peu le bilan. 25 ans, ce n'est pas l'âge de maturité, mais c'est quand même l'âge adulte. À partir de 25 ans, on peut faire déjà un bilan sur les avancées, les progrès qui ont été réalisés et surtout les défis à réaliser. Donc que ce bilan se fasse sur la terre ivoirienne, je pense que nous ne pouvons qu'être heureux. Cela dit, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à redire. Je pense que la présentation du rapport de la Côte d'Ivoire nous permet de faire des observations et je pense que nous avons le droit d'apporter des zones de clarté sur certains points qui, de notre point de vue, ne nous paraissent pas clairs. Des observations donc à venir. Alors, donnez le micro à secrétaire. Alors, on ne va pas tirer le bilan avant la fin des travaux, mais on peut dire ce qu'on attend, n'est-ce pas, de façon générale, ce qu'on attend de ces assises de Yamoussoukro. Merci beaucoup. Deux axes peut-être pour répondre à votre question. Et le premier, c'est que cette session est une session ordinaire de la Commission. Il faut donc attendre ce qu'on attend de toutes les sessions. L'État de Côte d'Ivoire qui présente son premier rapport aura des observations finales et il appartiendra à la société civile ivoirienne, aux divers partenaires au développement de la Côte d'Ivoire, d'aider et d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ces recommandations-là. Le second aspect, c'est que cette 52e session, qui est une session ordinaire, marque aussi le 25e anniversaire de la Commission. Il y a donc eu un certain nombre de communications de type académique. Les anciens de la Commission sont venus, les gens ont réfléchi, le Forum des ONG a regardé ce que la Commission a pu faire depuis 25 ans. Et là aussi, il y a un certain nombre de choses à attendre. Tout d'abord, la Commission n'est pas parfaite. Et donc, il est important que les réflexions qui ont été menées, les débats qui ont été menés, aboutissent à un certain nombre de nouvelles recommandations, provoquent une nouvelle dynamique qui corrigera un certain nombre de réformes pour que la Commission aille plus avant sur les points sur lesquels ses amis ne sont pas nécessairement très heureux. On va se tourner vers l'État du Côte d'Ivoire. En acceptant la question des droits de l'homme dans notre pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire abrite ces travaux. Est-ce qu'on peut objectivement attendre qu'au sortir de ces travaux, les conditions des droits de l'homme soient véritablement améliorées dans notre pays? Nous pensons que si nous avons décidé d'organiser ces assises, il s'agit pour nous non seulement de présenter notre rapport, mais également de nous confronter aux autres. C'est parce que nous savons que tout n'est pas parfait que nous voulons que ces assises se tiennent ici, afin que nous voyions ce que nous avons fait de bon,
ce que nous n'avons pas encore fait et surtout ce que nous devons faire. Il faut donc nécessairement s'attendre à une amélioration de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Je saisis de l'occasion pour dire aux représentants de la société civile que je suis particulièrement heureux de les entendre. Demandez tout ça à l'État de Côte d'Ivoire. Les questions de sécurité, les questions de santé, les questions d'éducation. Mais c'est parce que l'État de Côte d'Ivoire est crédible. L'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup de choses qu'on lui demande tout ça. C'est la dénote du travail. Quand les attentes sont grandes, c'est parce qu'on place une grande confiance à celui qui doit faire ce travail. Pour revenir à la question de la sécurité, vous savez, l'insécurité est une constante dans toutes les sociétés. Il s'agit de ramener ça à des proportions qui soient acceptables. Au sortir de la crise post-électorale, en matière de sécurité, tout était urgent. Absolument tout était urgent. Cela fait 1 an et demi. Au niveau d'Abidjan, il y a une situation de sécurité relative. L'insécurité, effectivement, persiste sur les routes. Personnellement, je suis presque tout le temps sur les routes. Mais je peux vous dire que c'est un phénomène qui commence à reculer. Avec le déploiement des forces de sécurité, c'est un phénomène qui sera résorbé. Mais il n'y a pas de sécurité à 100%. À ce niveau, l'État fait des efforts. La question de l'impunité et de la justice. Effectivement, la justice constitue la pierre angulaire du processus de réconciliation. Et ça, je pense que le président de la République l'a dit lors de son discours ici. Il a décidé de mener une lutte acharnée contre l'impunité. On nous parle de 120 à 140 inculpations qui sont portées à notre connaissance et qui concernent un camp. J'appelle ça la justice de l'évidence. C'est des gens qui, à un certain moment, étaient porteurs, en fait, d'une mission de service public. La mission de sécurité, ils étaient des responsables. Il y a des faits qui ont été commis. Nous sommes au stade des enquêtes. Il y a des procès qui sont ouverts. Il y en a d'autres qui portent certainement une responsabilité, mais qui n'est pas aussi évidente. Parce qu'entre ce qui est dit maintenant et ce qui peut advenir, ce n'est pas la chose la plus évidente. La Commission nationale d'enquête a rendu son rapport. Elle a identifié un certain nombre de violations des droits de l'homme et a dit que dans chaque camp, il y a eu des violations. Le rapport a été remis au mois d'août. En tant que magistrat, je sais que c'est la période des vacances judiciaires. Et le rapport a été transmis automatiquement au Premier ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, à l'effet de saisir la justice. Nous ne sommes qu'au début du mois d'octobre, à savoir la rentrée judiciaire. Les magistrats étaient en vacances, ils viennent de répondre. Je suppose que c'est maintenant qu'ils prendront possession du dossier. Ce que je peux demander à la société civile, c'est un minimum de patience. Un minimum de patience. Observons au bout de quelques mois, si rien n'est fait, en ce moment, on pourra faire le bilan de cette situation. On parle de la réalité, la fracture, c'est une réalité. C'est une réalité et c'est pour ça qu'il faut s'engager à réparer cette fracture. Sur la question de la sécurité, on dit qu'il faut que les FRC rassurent les Ivoiriens. Effectivement, une armée qui ne rassure pas est une armée d'occupation. Il faut également que les Ivoiriens s'approprient leur armée. Se reconnaissent dans leur armée. S'il y a des choses, il vaut mieux dire voilà ce qui se passe et ce qu'il faut changer. Parce que pour moi, au-delà de la critique, il faut également faire des propositions. Si nous accueillons de telles assises, c'est pour présenter ce que nous avons et recueillir les propositions, les avis des autres pour pouvoir corriger. Est-ce que vous pensez que les propositions ne sont pas faites suffisamment de la part de nos amis de la société civile, des organisations non gouvernementales? Nos amis de la société civile font des propositions. Mais est-ce qu'elles font suffisamment sur toutes les questions qui sont dénoncées? Est-ce que des propositions sont faites sur toutes les questions qui sont dénoncées? Madame Traoré, ici, a parlé de la construction d'un centre de santé pour s'occuper spécifiquement des problèmes des femmes. Je pense que c'est en train d'être fait à Mégerville, avec Children of Africa, le centre de santé de la mère et de l'enfant. Pour ce faire, Children of Africa a bénéficié du statut d'association d'utilité publique. Nous pensons que tout étant urgent, l'État fait ce qu'il peut. On nous a parlé des questions d'état civil. Ok. Mais la question de l'état civil est d'abord une question culturelle. Je suis bien placé pour dire que l'État fait beaucoup d'efforts. En plus
d'avoir allongé le délai de déclaration des naissances en passant de 15 jours à 3 mois, il y a des audiences foraines qui sont organisées de façon fréquente. Il y a une ordonnance qui avait été prise pour permettre de déclarer tous les enfants qui étaient nés pendant la crise post-électorale. Un projet de loi vient d'être déposé pour la prolongation de ces délais. À ce niveau, l'État fait beaucoup d'efforts. L'État fait des efforts. Sur la question de l'école, les enfants s'inscrivent au CPE gratuitement. L'inscription à l'école est gratuite. L'État, encore à ce niveau, c'est ce que je dis, fait des efforts. La scolarisation de la jeune fille est une réalité. C'est un problème qui est réel. L'État fait des efforts puisqu'il est prévu la construction de lycées exclusivement pour les jeunes filles. Pour leur offrir des conditions. Mais nous prenons acte de toutes ces propositions qui, à notre sens, participent au développement des droits économiques, sociaux et culturels. Comme je dis, c'est des droits économiques, sociaux et culturels. L'État a en la matière une obligation de moyens. C'est pas une obligation de résultat. D'accord. Là-dessus, je vois... Ministère. En fait, dans mon intervention, ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, une organisation d'utilité publique, ce n'est pas l'État. Voilà. Pour moi, une organisation d'utilité publique, c'est une organisation non gouvernementale qui a son programme et qui mène des actions. Donc, dans ma vision, pour moi, c'est différent de ce que l'État peut faire. Et ça ne peut pas être comptabilisé comme étant un acquis de l'État. C'est ce que je voudrais dire. Et le deuxième point, c'est que nous sommes des organisations non gouvernementales et nous sommes sur le terrain. Nous avons des représentations sur le terrain, nous menons des activités. Que monsieur le représentant du ministre accepte que nous puissions faire des propositions pour dire en réalité ce qui se passe sur le terrain. Moi, par exemple, au niveau de mon organisation... Vous n'en faites pas suffisamment. Si, parce que nous essayons toujours de faire nos rapports d'activité et de dire ce que nous avons. Nous allons sur le terrain pour faire de la sensibilisation par rapport à la scolarisation de la petite fille. Et c'est ce témoignage que nous faisons. Nous sommes sur le terrain et nous voyons des cas de femmes qui meurent victimes de maladies qui peuvent être prises en charge par l'État. Et c'est en cela que nous faisons nos propositions. Mais en fin de compte, ce que moi j'estime être utile, c'est que cette plateforme au niveau des organisations gouvernementales et l'État, à travers le ministère, sera l'occasion de développer des relations de partenariat beaucoup plus poussées, pour nous permettre de faire de plus en plus de propositions, parce que si au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, il a acquis qu'il y ait des organisations ivoiriennes qui ont un statut d'observateur, c'est-à-dire que nous sommes reconnus au niveau continental. Donc je pense que de plus en plus, il faudrait que cette plateforme d'échange puisse être développppée et qu'au-delà de cette émission, nous puissions travailler dans ce sens-là. Voilà. Alors, prenez le micro, M. Legré, le responsable de la LIDO, qui voudrait réagir. Allez-y. Oui, ma réaction est celle-ci. Nous sommes quand même des organisations sérieuses, responsables, et donc on ne peut pas nous faire l'injure qu'on ne fait pas de propositions. Il a dit pas suffisamment. Il a dit pas suffisamment. Peut-être. Mais je pense que nous, on a une démarche. Nous sommes des hommes de terrain. Comme Nathalie l'a dit, c'est sur la base d'études que nous faisons des déclarations, que nous engageons des interpellations, des dénonciations. La LIDO, par exemple, il y a 2 mois, a mené une étude sur la perception que les Ivoiriens avaient du processus de réconciliation nationale. C'est constructif. Il en est sorti, on peut dire, des conclusions que nous avons portées à la connaissance de l'opinion nationale et internationale. Quand nous interpellons, c'est vrai que c'est le côté que les gens voient. Mais notre démarche est structurée. Nous présentons les faits. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour ce qui est de la situation des droits de l'homme, je crois qu'on est tous d'accord. Aussi bien l'État que nous, que la situation est préoccupante et qu'il faut la consolider. Donc, il y a les faits. Et puis, il y a ensuite l'analyse qu'on fait. C'est-à-dire, on met en rapport ce qu'on observe avec les engagements que l'État a pris en ratifiant un certain nombre de conventions, de traités, d'instruments internationaux. Et puis, la troisième partie, ce sont les recommandations. Ça, c'est la démarche commune à toutes les organisations nationales. Le problème est de savoir qu'est-ce que le gouvernement fait des recommandations que nous faisons. C'est ça la question. Est-ce que le gouvernement est à l'écoute des organisations nationales? Est-ce que le gouvernement estime que nos recommandations sont pertinentes pour mériter qu'elles puissent être versées, on peut dire, aux actions du gouvernement pour faire avancer les choses? Parce que nous, on a la chance d'être au cœur des populations et donc de disposer les populations, quel que soit leur bord,
à nous écouter et à nous parler. Ce n'est pas toujours le cas avec le gouvernement. Une fois, peut-être c'est une anecdote, je me suis retrouvé à Bondoukou dans le cadre d'une mission. Et il était question de rencontrer un certain nombre de communautés. Mais la première question que les gens posaient, vous êtes qui? C'est l'État qui vous envoie? Ou bien, quoi? On dit non, c'est la société civile. Ils ne comprennent pas, on leur explique, bon, dans ces conditions, on peut discuter avec vous. Sinon, si c'est un représentant de l'État, on n'est pas prêt à les écouter. Donc, ce n'est pas toujours évident que l'État ait le retour de ce que les populations pensent. Donc, il faut que l'État de Côte d'Ivoire nous écoute et on peut dire fasse le point de toutes nos recommandations et puis voir dans quelle mesure mettre en œuvre ce qui leur paraît être pertinent. Mais nous estimons a priori que ce que nous disons est pertinent et donc il faut... Est-ce que vous avez répercuté cela au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, puisque c'est lui qui a été interpellé? Quand les populations disent, par exemple, si vous êtes de l'État, on ne s'adresse pas à vous. Pour ce qui concerne la DIDO, nous avons un très bon rapport avec le ministère des droits de l'homme. Nous estimons que ça, il faut le dire publiquement. Dans nos rapports, il n'y a pas de stress. C'est vraiment des rapports de partenariat. Nous sommes associés à toutes les activités du ministère et toutes nos recommandations que nous faisons, nos déclarations, toutes nos études, les résultats sont directement acheminés. Et il n'y a pas longtemps, le ministère nous a écrit pour nous féliciter pour une étude que nous avons menée. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau, il n'y a vraiment pas de problème. Bien. Il est question qu'on aille un peu plus loin. Et que nous ayons le sentiment que nos préoccupations deviennent la propriété du gouvernement pour faire avancer les choses. On reste avec un État responsable qui présente un rapport devant donc, la Commission. C'est des questions auxquelles il faudra faire face, il faut faire attention. Deuxième point important, toujours dans l'interpellation du gouvernement, concernant toujours les droits de solidarité. Et vous avez aujourd'hui nos forêts classées qui sont occupées de façon atroce. On n'en a plus. Dans 10-15 ans, c'est fini pour la Côte d'Ivoire. Je connais bien la forêt de Mopeko, qui est occupée par un certain Amadou Ouremi. C'est nous qui avons soulevé le problème parce que j'étais au Lagos. Quand on a écrit au ministre des Eaux et Forêts, et on a écrit au chef d'état-major général des armées, qui était face à la presse et qui a pris des engagements. Il dit oui, on va faire ce monsieur qui occupe 36 000 hectares de forêt. Et dans cette forêt, vous avez un oiseau rare, qui est le seul au monde en Côte d'Ivoire, qui régule la température. Mais ce oiseau-là est menacé. Nous aussi, nous sommes menacés. Donc aujourd'hui, l'interpellation est tellement forte que moi, je demande davantage à notre représentant du ministre de voir rapidement comment on peut le faire. Parce que nous, on fait des propositions, on dénonce, mais en même temps, de façon insidieuse, on fait des propositions pour interpeller. Pour dire oui, voici la situation, soyez-en vigilants, menons des actions comme ça, ensemble, on doit avancer. Je terminerai par les forces républicaines du Côte d'Ivoire. Oui, ça, il faut qu'on en parle. Vous savez, aujourd'hui, moi, je l'ai toujours dit, une armée responsable se reconnaît dans sa population, et la population se reconnaît dans son armée. Mais oui, Michel, me posez la question, faites l'étude. Je l'ai dit, il faut le dire clairement. Nous, FRC, doivent changer de comportement. Doivent être une armée véritablement républicaine qui prend en compte ce temps de faiblesse et puis améliorer. Parce que quand vous regardez l'armée de Côte d'Ivoire, tout le monde y a son frère. Tout le monde. C'est une armée. Bonsoir, les quatre points du... Tout le monde est dedans. Toutes les populations ivoiriennes se retrouvent dans cette armée. Mais elle a un problème de comportement. Je ne dis pas toute l'armée. Il y a quand même des brebis galeuses qui jettent l'anathème sur toute l'armée ivoirienne. Et aujourd'hui, nous devons prendre ça avec courage. Nous faire des propositions. Je voulais vous rappeler qu'entre janvier 2012 et juin 2012, nous avons fait 15 déclarations sur les questions de sécurité. Toutes les questions. Quand la Côte d'Ivoire est attaquée du dehors, nous faisons des déclarations pour interpeller les uns et les autres. Quand les forces font des choses, nous interpellons. Pour dire oui, le gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire, nous devons sauvegarder notre État. Parce qu'on a besoin de paix. Mais pour cela, chacun doit assumer ses responsabilités. Et nous avons dit, concernant l'armée, nous avons dit qu'il fallait reprendre un peu les conclusions menées par les militaires eux-mêmes à Bassam. La réforme de la sécurité. J'ai terminé par la réforme de la sécurité. Qui ont proposé que le nom FRC la change pour revenir à l'ancienne dénomination de président Fouette. Les fancy. Ça a été proposé. Donc aujourd'hui, il faut que toutes les réformes en matière de sécurité, en matière de justice sont là encore, il faut les appliquer.
Le gouvernement de l'État a dit tout à l'heure qu'il faut un minimum de temps. Oui, je suis d'accord avec le temps. Je suis d'accord, mais notre travail, c'est d'interpeller. Vous avez dit, ça ne vous empêche pas d'interpeller chaque fois dans une famille, votre père, quand vous êtes un enfant, vous pensez que votre père peut tout faire. Nous pensons que l'État de Côte d'Ivoire peut tout faire. Et donc nous interpellons. Maintenant, vous savez que l'État fera des efforts à un niveau, sera peut-être à 70%, et nous allons féliciter l'État. Bien patient. Je le dis, allez-y. Je vous remercie. D'abord, deux choses. La première, c'est que ce n'est pas parce qu'on organise la 52e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en Côte d'Ivoire que tout va bien en Côte d'Ivoire. C'est peut-être parce que ça ne va pas bien qu'on l'organise. Oui, mais je voudrais apporter cette précision. Voilà, le verre à moitié plein et à moitié vide. Voilà. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec le propos du chef de cabinet du ministère de l'Environnement sur au moins deux points de vue. Le premier concerne la justice de transition et la lutte contre l'impunité. Sur ce point, le collègue Lalido a relevé qu'il y avait plus de 100 personnes d'un camp qui étaient poursuivies. Et la réponse qui nous a été donnée est que c'est une justice d'évidence. J'en arrive à me poser la question, c'est quoi l'évidence? Je vais prendre cas par cas. Allez-y. Si mes souvenirs sont bons, dans un État démocratique, le jeu démocratique est animé par ceux qui apportent la contradiction. Donc l'opposition politique et dans une certaine mesure la société civile. La Côte d'Ivoire, à ma connaissance, est l'un des rares pays où la plupart des leaders d'opposition sont arrêtés. Alors déjà, c'est ce postulat. Nous aurions aimé être dans une société démocratique où l'État fait des efforts tout en gérant la capacité de l'opposition, n'est-ce pas, à animer le jeu démocratique, à apporter la contradiction. En ce moment, on verra que l'État vraiment fait preuve de tact, de dextérité, de maîtrise et de performance. Mais quand vous êtes seul sur un terrain, vous ne pouvez que gagner. Quand vous n'avez pas d'adversaire, vous ne pouvez que gagner. Prenons le cas d'un procès. La semaine dernière, nous avons observé le début du procès du général de Boblé. Voilà l'observation que j'en fais en tant que militant de droit de l'homme. Je veux bien que le général de Boblé soit poursuivi et condamné si tant est qu'il a vraiment commis ce qu'on lui reproche. Que lui et sa suite soient poursuivis. Et tous les autres. Mais pourquoi est-ce qu'on veut faire de l'assassinat du colonel de Adama une affaire d'État? Je m'incline sur la mémoire de cet officier supérieur, mais au même moment, il faut préciser qu'au cours de la crise post-électorale, beaucoup de personnes ont perdu la vie. Beaucoup d'officiers, beaucoup de militaires ont perdu la vie. Et en termes d'évidence, il y a des faits, des actes qui sont plus évidents que l'assassinat du colonel Dosso. Alors pourquoi est-ce que l'État a cette capacité-là de déployer une verve quand il s'agit de certaines situations et de rester apathique quand il s'agit d'autres situations? Le colonel Babé Gourou a été tué. Le ministre Désiré Dagrou a été tué. On ne peut pas me dire qu'il n'y a pas d'évidence. Est-ce que vous comprenez? Donc pour nous... Le représentant de l'État est là, il vous regarde. Oui, mais c'est... Allez-y. Et pas il aura la parole tout à l'heure. Voilà. Donc pour nous, il faudrait que la justice commence par rassurer. J'emboîte le pas à mes collègues de la société civile. Peut-être que l'État n'a pas les échos de ce qui se passe sur le terrain. La PDH est actuellement sur le terrain. On était allé initialement pour une rencontre avec les victimes, mais les tensions sont tellement lourdes qu'on a commencé par une sensibilisation. Mais ce qu'on entend est vraiment inimaginable. Effectivement, il y a des gens qui ne veulent pas de l'État. Il y a des gens qui ne se sentent même pas concernés par la vie institutionnelle de l'État de Côte d'Ivoire. Comme peut-être ça a été le cas il y a quelques années. Oui, et nous disons que la situation est la même, pour ne pas dire qu'elle est en train de s'aggraver. Et donc les gouvernants actuels ont une grande responsabilité, qui est celle de rassurer les populations. De rassurer les populations et de se comporter en véritable père de famille. Est-ce que vous me suivez? Oui, allez-y. Alors, le deuxième aspect,